Bonjour, je m'appelle Guillaume Visade, je suis l'entraîneur de la JAV, je suis également le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans de basket. Et si aujourd'hui je ne peux pas être en face à face avec vous, c'est qu'on a une compétition qui s'est glissée à cette date et du coup j'ai dû préenregistrer cette petite intervention. Donc je vais essayer de rester ces quelques minutes avec vous et de délivrer l'essentiel du message que je souhaitais vous faire passer. Tout d'abord, le rôle du coach dans cette prévention des addictions, elle vient d'où? Elle vient qu'on a un public à risque. Donc nous, il faut qu'on se forme et qu'on soit un petit peu alerté vis-à-vis de ce que nos athlètes peuvent rencontrer. Déjà, la première chose, c'est que l'entraînement de haut niveau, c'est un petit peu une marginalisation. On vit sur un calendrier et un rythme de vie qui est un petit peu différent. Et le fait d'être en décalage, ça nous fait déjà des sportifs, des proies à certaines addictions. Donc nous, il faut qu'on soit vigilant à certains signaux. Certains sont des signaux forts, puisqu'on peut les évaluer, on va dire, scientifiquement. D'autres sont des signaux faibles. Et cela, il nous faut de la vigilance. Déjà, notre manière d'entraîner, elle peut entraîner chez l'athlète un développement du culte de la performance et que si il n'existe qu'à travers cette performance, il peut être amené à aller chercher des raccourcis. Donc c'est à nous de le prévenir de tout ce qui est interdit en termes de conduite et puis surtout tout ce qui est néfaste, puisque dans le fait d'être un athlète de haut niveau, il y a aussi le fait de bien vivre le sport et puis aussi de le vivre sur la longue durée. Donc là-dessus, il y a des choses qui peuvent être en interférence. Donc c'est un de nos sujets, et notamment vis-à-vis des jeunes joueurs, ceux qui rentrent dans le professionnalisme, qui peuvent être amenés à être des proies faciles vis-à-vis de certaines demandes de l'environnement. Le deuxième, c'est celle du culte du corps, où là on a des athlètes qui deviennent obsédés par leur image, et obsédés par leur image, ils développent le culte de leur corps, un petit peu syndrome de l'Adonis. Et là-dessus, nous aussi, il faut qu'on œuvre. Si on voit qu'il y a un décalage un petit peu qui s'opère petit à petit au quotidien, on doit accompagner l'athlète. Un troisième point, c'est celui de la blessure. La blessure, elle fait partie forcément elle est complètement intégrée dans l'entraînement, mais quand elle arrive, elle peut provoquer des manques, et notamment dans des cas, on parle de bigorexie, c'est-à-dire celui qui devient complètement addict à la pratique sportive. Et évidemment que le sport de haut niveau, c'est une pratique quotidienne, biquotidienne, une orientation de toute la vie quasiment vers le projet sportif, mais il y a quand même des comportements qui peuvent entraîner une déviance, notamment quand les séances sportives deviennent répétitives et que on voit que le sportif il s'adonne à des gestes qui sont en même temps pour le rassurer, mais aussi pour l'enfermer dans certaines convictions. Et ça, on peut voir que l'athlète, il veut plus sortir de la salle, il veut rester dans la salle de musculation, il revient même les jours fériés, et puis même les moments de repas, même les moments familiaux, même les moments où il doit un petit peu se déconnecter de la réalité du quotidien du sportif, il ne le fait plus du tout. Et donc, ça, c'est des signaux qu'on va essayer d'interpeller. L'idée d'autothérapie, on a des athlètes qui ont eu des parcours de vie qui peuvent être un petit peu chaotiques parfois. Et puis, certains, ils ont mis le sport, et notamment le sport de haut niveau, comme un sparadrap sur leurs problématiques. Et du coup, ils essayent de s'auto-soigner de cette manière-là, mais ils n'ont pas forcément tous les outils, ce n'est pas forcément des professionnels. Et là-dessus, si on voit que certains comportements dévient, on a intérêt de réussir à créer l'échange avec l'athlète et pourquoi pas l'aider à se faire accompagner par le psychologue, par le médecin. Donc ça aussi, nous, on est les premiers au quotidien à pouvoir l'observer. Donc on peut souvent être facilitateur pour l'amener vers les personnes référentes. Un dernier point dans ce petit point d'introduction, c'est la facilité qu'ont les athlètes à accéder aux autres types d'addictions, c'est-à-dire tout ce qui peut être alcool, drogue, sexe ou toute autre forme d'addiction, tabacologie, les jeux, les paris sportifs, etc. Donc tout ça, c'est à portée de main. Et puis souvent, les sportifs, ils trouvent beaucoup de monde pour aller dans ce sens-là. Donc là aussi, on a une partie, on va dire, pédagogique, une partie éducative, notamment quand on intègre beaucoup de jeunes athlètes. Moi,
à titre d'exemple, on a 10 joueurs professionnels, il y en a 5 qui ont moins de 22 ans. Et donc forcément, ces messages-là, il faut qu'on réussisse à les faire passer pour que l'athlète il soit suffisamment outillé pour faire face à toutes ces situations. Donc dans la prévention des risques, comment on procède? Déjà, dès la pré-saison, on essaye de tester et de bilanter, ce qui nous permet d'avoir, on va dire, des preuves en dur si jamais il y a eu des conduites et des consommations interdites. Donc là, ça peut permettre de développer un échange, de faire accompagner directement et par le médecin et par le psychologue, et puis de décaler de l'entraînement, décaler du groupe, puisqu'à partir de ce moment-là, si le joueur est dans l'entraînement collectif, il peut être testé et donc il pourrait être suspendu. Alors que s'il s'entraîne de manière individuelle, on peut peut-être conduire les deux, c'est-à-dire l'aider à corriger ce qu'il a fait et en même temps qu'il ne soit pas en décalage vis-à-vis de sa pratique sportive. Et puis après, on va échelonner pour qu'il puisse réintégrer le groupe d'entraînement. Et après, il faut bien entendu établir un nouveau contrat. Il est en même temps moral, mais il est en même temps administratif, presque juridique, puisque si jamais, soit en termes de compétition ou si les tests sur lesquels nous on procède s'avèrent à nouveau positifs, dans ce cas on peut aller jusqu'à une nouvelle sanction, voire jusqu'à suspension, voire au renvoi, comme le prévaut nos contrats. Donc avant d'en arriver là, il y a évidemment l'idée d'accompagner l'athlète. Si on l'a recruté, c'est qu'il y avait aussi d'autres raisons et que très certainement, on peut avoir un rôle à jouer pour essayer de le remettre dans le cadre. La deuxième chose qu'on va pouvoir mettre en place, c'est le suivi et les entretiens au quotidien. Et là-dessus, regardez un petit peu le rythme de vie, le rythme de sommeil, les différentes consommations, notamment des écrans, etc., pour que les athlètes ils aient un rythme de vie qui soit conforme. Cette écoute active, elle peut permettre de souligner certaines choses. Et puis les athlètes, si le niveau de confiance est suffisamment authentique, ils vont pouvoir livrer certains éléments. Et quand ils vont livrer ces éléments, à nous ensuite de les rerouter vers des professionnels. Ces professionnels, ça va être nos médecins, nos psychologues, mais on peut aller aussi chercher un petit peu plus loin dans le spectre de nos contacts pour pouvoir les faire accompagner. L'idée, c'est qu'une fois qu'un de nos athlètes est accompagné, que le médecin ou le référent, il rentre dans l'écosystème du club ou au moins de l'équipe pour qu'on puisse interchanger et faire le suivi. Après, ça n'empêche pas. On a eu à faire durant toutes mes années ici au club, sur les 7 années, plus mes années avec l'équipe de France, soit en tant qu'assistant, soit en tant que coach, à différentes problématiques. On a eu des joueurs qui sont arrivés justement avec des tests positifs au cannabis notamment. Et donc l'idée c'était de dire si jamais ça a été une consommation festive durant l'été hors de la période de compétition, il y a encore des traces. Donc on peut, on va dire, établir un nouveau mode de fonctionnement, se tester toutes les semaines et voir à partir du moment auquel le joueur il est complètement clean. Après, il faut voir si c'était on va dire un comportement, une consommation occasionnelle ou si c'est une consommation qui est complètement addictive et intégrée dans le quotidien de l'athlète. Dans ce cas-là, ce sera une problématique plus importante. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on le fasse accompagner. Et par le médecin, celui qui a lu les tests et procédé à l'établissement de la prescription, et puis ensuite voir s'il a besoin d'être accompagné, et puis voir si cette pratique-là, qu'est-ce qu'elle cache d'autre? Pourquoi il y a ce recours à cette consommation? Et souvent, c'est c'est compliqué, mais c'est en traitant ces causes-là qu'on va pouvoir ramener l'athlète à un peu plus de maîtrise quand il est en situation, que ce soit en situation de stress ou en situation qui l'amenait à recourir à ça. On a eu également des joueurs qui étaient accros au jeu. Donc là, cette addiction, elle devenait un problème familial, c'est-à-dire que
le joueur en question, il partait en avant pour faire des paris sportifs, il rentrait plus tard le soir parce qu'il passait au casino, etc. Donc le problème, il est devenu assez important puisque la famille nous a alertés aussi. Pour le coup, les choses se sont apaisées en ayant une espèce de conciliation, même si ce n'est pas forcément notre rôle au départ, avec l'intégration de la famille. Mais toujours est-il que ça a régulé les comportements de l'athlète et en même temps, lui, dans sa démarche personnelle, il a accepté de voir un psychologue du sport avec lequel il a été en suivi durant les 2 ans de son contrat avec nous. Aujourd'hui, il est passé totalement à autre chose, mais c'était un moment un petit peu clé dans son parcours et il y avait dans ce qu'il a exprimé, beaucoup de stress qui était causé par la fin de sa carrière et par le fait que il voyait la fin de cette partie de vie, mais qu'il voyait pas trop ce qui allait se passer derrière et il avait finalement décalé une partie de son addiction à la compétition à travers le jeu. Ensuite, on a eu un autre cas avec un joueur qui venait de l'étranger, c'était son premier contrat professionnel. Et peut-être dans un élan de liberté, il avait développé une addiction au sexe. On s'est aperçu après plusieurs mois qu'en fait, il dormait très peu, il se déplaçait beaucoup. En témoignent les 40 000 kilomètres au compteur de sa voiture à la fin de la saison. Et quand on s'en est rendu compte, c'était très tard dans la saison. Et lui, en fait, dès qu'il quittait l'entraînement, il était que sur les applis de rencontre, les réseaux sociaux, et il était capable de faire de manière impulsive des centaines de kilomètres, même dans la nuit. Et on s'en est peu rendu compte parce que il était tout le temps présent à l'entraînement, il n'a jamais été en retard, etc. Il ne s'est pas non plus blessé ou n'a pas eu des conduites vis-à-vis des autres qui étaient problématiques. Mais au travers des discussions, on a pu mettre un petit peu ça à plat. Et lui, après, il a fait qu'une saison avec nous, mais c'est quelque chose qu'on avait tardé à évaluer pour essayer de faire en sorte de l'accompagner s'il y avait autre chose derrière ça. Dernier cas de joueur qu'on a eu avec une conduite addictive, un joueur qui était atteint d'une certaine boulimie. Et alors lui, il était arrivé avec une petite surcharge pondérale, mais c'était un petit peu dans sa nature. On l'a recruté comme ça, on savait qu'il y avait un petit peu cette problématique. Mais c'est quand un de ses coéquipiers a été chez lui et qu'il a vu que tous ses tiroirs étaient scotchés et qu'il lui a demandé pourquoi. Il a dit en fait j'ai des crises dès qu'on sort de l'entraînement et puis il peut s'être passé quelque chose à l'entraînement ou de ma vie et là j'ouvre tous les tiroirs et je vais vider tout ce qu'il y a dans ma maison. Et c'est vrai que quand il nous a alertés là-dessus, ça a permis de creuser un petit peu l'abcès à travers le coéquipier d'abord, à travers moi, et puis ensuite à travers la diététicienne, puis à travers notre psychologue qui a aussi accompagné durant toute l'année et qui a mis en place des routines avec lui pour diminuer un petit peu ce recours et ce raccourci. Donc voilà un petit peu en 3 points, on va dire un petit peu ce sur quoi on essaye d'être sensible, ensuite ce qu'on essaye de mettre en place et puis les cas qu'on a rencontrés. Ils sont multiples et variés, mais surtout le message que j'aurais souhaité faire passer, même si ce n'est pas toujours évident à travers la vidéo, j'espère qu'il sera audible, c'est que les coachs et les entraîneurs, ils sont très peu formés à ça. Pourtant, ils sont au quotidien au contact et il y a beaucoup de petites choses qui peut-être sont observables, mais toujours est-il qu'elles le sont d'autant plus quand il y a un échange, une écoute et que le joueur, il sent qu'il n'est pas simplement là que pour pratiquer, mais qu'il est aussi dans un environnement qui est à son écoute et dans lequel il peut exprimer certaines choses, ce qui lui permet de moins les refouler, moins les garder complètement enfouis et que finalement il se retrouve seul, puisque dans la population des gens qu'on entraîne, souvent c'est des gens qui sont déracinés, ils sont loin de leur famille, parfois dans d'autres continents, et ils peuvent vite se retrouver très seuls, notamment dans cette période-là quand commence le milieu de l'automne, le début de l'hiver,
On sait que c'est pas une période facile pour tout le monde. Et si on est dans on va dire dans des comportements, je pense, positifs et ouverts, il y a certains des signaux qui nous permettront de mieux accompagner et peut-être déceler et peut-être empêcher le développement de ces addictions. Voilà, j'espère que j'ai été audible et assez clair et que c'était pas trop désagréable en vidéo. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Bonne journée.